Churchill en parlait comme d'une énigme insaisissable, auréolée de mystère. Ce pays occupait 1/5 de la surface terrestre, s'étirait d'est en ouest sur près de la moitié du globe et allait du pôle Nord aux frontières de l'Inde. Presque 3 fois les États-Unis, plus de 22 millions de kilomètres carrés. Le soleil ne s'y couchait jamais. Quand il faisait nuit à l'ouest, dans la ville de Leningrad, qui vient de retrouver son nom d'avant la Révolution, Saint-Pétersbourg, le jour se levait sur les frontières est, sur les terres glacées du détroit de Bering, à 110 km de l'Alaska, où la température passe de 35 degrés en été à -35 en hiver. Ce pays gigantesque a été pendant 70 ans l'union des républiques socialistes soviétiques, une immense terre de contrastes et de conquêtes. Le sous-sol renfermait d'importants gisements d'or, d'argent, de cuivre, de fer, d'étain, de soufre, de magnésium. Ces forêts couvraient des millions d'hectares et représentaient un quart des réserves de bois de la planète. On trouvait de la houille et une des plus importantes réserves de pétrole du monde. Il y avait aussi du fer et des aciéries qui en tiraient les outils de la paix ou les armes de la guerre. Des complexes sidérurgiques comme celui de Magnitogorsk, le plus grand du monde. Des immenses plaines fertiles, des steppes, les terres de Géorgie et d'Ukraine qui produisaient à foison céréales, fruits, tournesol, coton, et où les machines agricoles modernes récoltaient froment, avoine, seigle, orge, afin de nourrir 250 millions de personnes. Des troupeaux qui rivalisaient avec ceux du Texas. Du raisin, du tabac, du coton cultivés dans les terres ensoleillées du sud et ramassés à la main. C'était un pays très religieux, mais le gouvernement soviétique prônait l'athéisme et avait remplacé un dieu à l'image de l'homme par des hommes pareils à des dieux. On employait parfois à tort le terme de Russie. L'Union soviétique était en réalité un ensemble de nationalités qui parlaient 150 langues différentes, une véritable tour de Babel. Et comme cela a souvent été le cas dans son histoire, ce vaste territoire et cette mosaïque de peuples étaient dirigés par un gouvernement central à la fois sévère et généreux. Les Russes, descendants des premiers colons, représentaient la moitié des Soviétiques. Mais l'Union soviétique avait été constituée en dépit des frontières nationales et historiques. Il y avait les Cosaques, les célèbres cavaliers du bassin du Dniepr. Au sud-ouest, les Ukrainiens, dont les terres étaient auparavant le grenier de l'Union soviétique et qui ont maintenant formé un État autonome. Leurs voisins, les Moldaves, qui descendent des Roumains et non des Russes. Et encore la Biélorussie et la Bessarabie sur la mer Noire. Et les vieux massifs montagneux du Caucase, avec leur mélange de religion et de culture, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, la Tchétchéno-Ingouchie. Le grand désert du Turkestan, l'Ouzbékistan, peuplé de musulmans aux frontières du Pakistan et de l'Afghanistan. Les Mongols, descendants des guerriers de Gengis Khan.
les Turco-Tatars, les Bouriates et les Yakoutes, bien au-delà de l'Oural. Et enfin les peuples du Nord, les chasseurs de Carélie, les Lapons, les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens. Les gens vivaient aussi bien dans des igloos que dans des chaumières, des villages médiévaux ou des villes qui n'ont rien à envier à celles du reste du monde. Moscou, par exemple, avec sa forteresse, le Kremlin, siège du pouvoir. Ou Saint-Pétersbourg, avec ses canaux et son ambiance européenne. La diversité culturelle et artistique reflète bien l'histoire complexe de la Russie. Pendant 10 siècles, ces nations et ces peuples se sont unis, séparés, réunis. On attribue au prince Riourik, venu de Scandinavie, la première union russe en 862. Une union toute relative. Malgré un patriotisme profond, un respect du passé et une grande force spirituelle, la Russie a toujours été un pays composé d'individus. Jeunes mariés, paysans, infirmières, ingénieurs, laveurs de carreaux, vendeuses, femmes au foyer, employés de poste, speakers, hôtesses de l'air, scientifiques, dactylo. L'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, c'est une lutte incessante entre la soif de liberté individuelle et le besoin d'une force collective conduite par un pouvoir autoritaire. La Russie a été souvent envahie au cours de son histoire, au sud par les Mongols, à l'ouest par les Goths, les Huns, les Avars, les Bulgares. En 1242, l'ordre des chevaliers teutoniques envahit et occupa la ville de Pskov, au nord. Sous la conduite de leur grand maître, les chevaliers allemands réduisirent en esclavage toute la population de la région, y compris de la capitale Novgorod. En cette heure de péril, le peuple russe se tourna vers son prince. C'était Alexandre Nevski. Sous sa conduite, les habitants de nombreuses villes et principautés se regroupèrent pour repousser l'envahisseur. Et le 5 avril 1242, sur le lac gelé de Peipus, les forces russes unies affrontèrent les combattants allemands puissamment armés. Les Russes n'étaient pas aussi bien organisés ni aussi bien équipés. La plupart des soldats étaient de simples paysans ou marchands. Ils réussirent néanmoins à repousser l'agresseur et la bannière allemande disparut dans les glaces. Les envahisseurs se noyèrent par centaines dans le lac gelé. Nevski dit aux Russes, « Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. » Après lui vint le temps des tsars. Le tsar Ivan III libéra son pays du joug mongol. Son petit-fils devint grand prince de Moscovie en 1533. Suite à ses conquêtes et à son autorité, ce prince reçut un surnom signifiant qu'il était à la fois redoutable et féroce. Par la suite, il devint soupçonneux, voire même criminel. On l'appela Ivan le Terrible. Ivan étendit le pouvoir de la Moscovie aux provinces de Kazan, Astrakhan et à une partie de la Sibérie. Il contourna le pouvoir des boyards, l'élite des princes, pour le confier à des personnalités locales issues des classes populaires. Mais celles-ci abusèrent souvent de leur pouvoir. Ivan faisait confiance à peu de gens. Sa mère avait été empoisonnée quand il était enfant, et la même chose était sans doute arrivée à sa première femme. Il était très autoritaire, mais tenait compte de la Douma, l'assemblée des représentants locaux. Ce personnage contradictoire s'était autoproclamé tsar de tous les Russes. Pierre le Grand était brillant et violent, fasciné par la beauté et la souffrance. Il mit en déroute l'envahisseur suédois à Poltava et permit la création de la première marine russe moderne. Fasciné par l'Europe, il décida de construire Saint-Pétersbourg. Il en parlait comme d'une fenêtre ouverte sur l'Europe.
et engagea des architectes français et italiens qui conçurent une ville dont la beauté et l'élégance surpassent celles de Venise ou d'Amsterdam. Les édifices portent toujours les armoiries de la famille Romanov. La dynastie commença avec Michel Romanov en 1613 et elle comprend Catherine Ière, une domestique que Pierre le Grand avait épousée, qui prouva qu'une femme pouvait diriger la Russie en étant ferme et juste. Catherine II la Grande, d'origine germanique, fut une des impératrices russes les plus respectées. Elle avait confisqué le pouvoir à son mari débile. Elle correspondit avec Voltaire, elle encouragea l'émergence de la littérature russe, mais aggrava le sort des serfs et fit la guerre à la Turquie et à la Pologne. Elle annexa la Crimée, mais les conflits entre le gouvernement russe et la population locale, puis l'intervention de la Turquie, de l'Angleterre et de la France, menèrent à la sanglante guerre de Crimée de 1854. Elle dura 3 ans et fut un désastre pour les troupes russes et leurs vieux fusils à pierre contre les fusils anglais modernes. En 1807, après avoir perdu contre Napoléon la bataille de Friedland, le tsar Alexandre Ier signa un traité de paix sur un radeau amarré à Tilsit. L'empereur français appréciait le tsar et avait même songé à épouser sa sœur pour former une alliance. Mais 5 ans plus tard, Napoléon traversa l'Europe pour conquérir la Russie avec sa grande armée composée de 500 000 hommes. Ils traversèrent tout le continent, mus par la soif de pouvoir inextinguible de l'empereur français. Mais l'armée du tsar, dirigée par le général Koutouzov, priva Napoléon de sa victoire. Moscou fut incendiée. On pratiqua la politique de la terre brûlée, ne laissant rien que son immense armée pût voler ou manger. Mais bien des guerres et des révoltes allaient ensanglanter le siècle d'histoire à venir. La révolution industrielle du 19e avait atteint la Russie, mais au début du 20e siècle, le pays reposait essentiellement sur l'agriculture. Malgré l'abolition du servage en 1861, sous Alexandre II, les paysans vivaient encore comme au temps d'Ivan le Terrible. Un travail mécanique pratiquement inexistant, une main-d'œuvre bon marché et les propriétaires terriens qui s'enrichissaient. L'expansionnisme de l'Allemagne impériale entraîna de nouveau la Russie dans une guerre. Malgré les liens de famille unissant la reine Victoria, l'empereur allemand et le tsar, leurs relations se détériorèrent. La complexité des traités de défense et l'hostilité historique de la Russie et de l'Allemagne laissaient présager qu'ils se retrouveraient dans des camps opposés. Pour affaiblir le pouvoir du tsar, les Allemands soutenaient le révolutionnaire Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Il était secondé par Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky, un orateur persuasif et véhément, ainsi qu'un excellent organisateur. La Russie était en état de siège, à l'intérieur comme à l'extérieur, et Lénine avait sa propre interprétation des œuvres de Marx et Engels, et particulièrement du Capital. Selon Marx, dans les pays industriels, la classe ouvrière allait se soulever contre les patrons capitalistes et créer le communisme. Mais selon lui, une pareille révolution ne pouvait se produire en Russie insuffisamment industrialisée. Lénine, lui, plaçait ses espoirs de révolution dans la paysannerie. En décembre 1916, un complot de militaires et de nobles décida d'assassiner Raspoutine afin d'affranchir le tsar de son influence et de sauver le trône. Mais cela ne servit à rien. Les grèves spontanées et les manifestations d'opposition continuèrent. Nicolas II abdiqua. En février 1917,
Après une révolution peu sanglante, la Douma se réunit et un gouvernement provisoire démocratique fut constitué. Les militaires rejoignirent la révolution. Partout, de Saint-Pétersbourg jusque sur les lignes de front, on but, on célébra l'événement. Le peuple était libre. La guerre allait bientôt s'arrêter. Ce serait la fin des puissants, de la police secrète, des privations. Mais le nouveau gouvernement provisoire était chaotique. Composé de tsaristes, d'anarchistes se méfiant de toute forme de gouvernement, de militaristes partisans d'un État fort, de modérés favorables à une démocratie à l'anglaise, de gauchistes comme les mencheviks qui voulaient donner le pouvoir aux travailleurs. Le parti bolchevique de Lénine appelait à donner tous les pouvoirs aux soviets, de petits groupes radicaux qui suivaient la ligne du parti. Un avocat éloquent, Alexandre Kerensky, prit la tête de ce gouvernement instable et dut faire face à des attaques continuelles. Les bolcheviks interrompaient les réunions, demandant à Kerensky de remettre le pouvoir aux soviets. La tentative de coup d'État d'un général de droite conduisit Kerensky à relâcher plusieurs centaines de bolcheviks emprisonnés. C'était une erreur. Mus par les promesses de Lénine, la paix et le pain, les bolcheviks, sous la direction de Trotsky, s'emparèrent du palais d'hiver et Lénine prit le pouvoir. En russe, bolchevique signifie majoritaire. Ce n'était alors pas le cas. Lénine savait que son parti ne pouvait pas gagner des élections libres. Leurs résultats auraient été beaucoup plus nuancés. Pour faire de sa révolution une réalité, Lénine ne pouvait tolérer ni compromis ni divergence. 41 millions de personnes votèrent lors des premières élections nationales de l'histoire russe, mais les bolcheviks ne recueillirent qu'un quart des suffrages. La nouvelle assemblée se réunit, vota contre les propositions bolcheviques et proclama une république démocratique et indépendante. Le lendemain, l'assemblée était encerclée par l'armée. Une autre figure sortait de l'ombre, Joseph Staline. Lénine et ses partisans craignaient toujours le retour du tsar Nicolas ou d'un héritier. Pour mettre un terme à la dynastie Romanov, Nicolas, Alexandra et leurs enfants furent exécutés. Leurs corps furent jetés dans un puits et brûlés à la chaux vive. Le bruit courut que la princesse Anastasia avait échappé à l'assassinat, mais non, les Romanov n'existaient plus. La mort continuait à frapper massivement sur le front. Il y eut en tout plus d'1 700 000 morts du côté russe. Le gouvernement allemand avait soutenu Lénine, lui fournissant de l'argent pour ses brochures, ses affiches, ses journaux. Ses opposants ont souvent déclaré qu'il était à la solde de Wilhelmstrasse, mais Lénine était simplement pragmatique. Il acceptait l'argent de l'ennemi, quitte à lui tourner le dos quand il n'en aurait plus besoin. Sa femme Krupskaya partageait son engagement et elle vécut avec Lénine l'exil en Sibérie. Le peuple payait un lourd tribut à la guerre civile. Des bolcheviks sabotèrent des trains de ravitaillement destinés aux Russes blancs. À la demande de l'armée blanche, un corps expéditionnaire américain occupa la Sibérie. Le gouvernement soviétique n'allait jamais oublier cette invasion américaine, même si aucun coup de feu n'avait été tiré. Certains militaires défendaient la Nouvelle République, d'autres restaient fidèles aux idéaux du tsar et à la patrie. D'autres encore hésitaient entre les politiques de Lénine, Kerensky et la Douma. Les Blancs, fidèles au tsarisme, combattaient l'armée rouge composée des partisans des idéaux communistes. L'armée rouge tirait peut-être son nom, comme la place rouge, d'un adjectif qui signifiait autrefois en russe « belle ». Mais le rouge symbolisait aussi le sang des patriotes, comme sur le drapeau de bien des pays où figure cette couleur. Usant de manœuvres, Lénine rassembla suffisamment d'ouvriers, d'intellectuels et de militaires pour le soutenir dans sa course au pouvoir. L'homme chauve à la barbiche devint le symbole de la liberté et de l'utopie à venir.
La guerre continuait. Les soldats russes reculaient ou rentraient tout simplement chez eux. Connaissant l'importance de l'antisémitisme en Russie, Trotsky, qui était juif, avait offert à Lénine de se retirer. Lénine, qui appréciait son intelligence et son dynamisme, refusa. À Brest-Litovsk, Trotsky négocia avec les Allemands un traité draconien. La Russie perdait les pays baltes, l'Ukraine, la Finlande et une partie du Caucase. Mais elle n'était pas en position de discuter. Lénine voulait signer la paix avec les Allemands et arrêter la guerre afin de renforcer son influence sur un gouvernement fragile. Les gauchistes voulaient étendre la révolution à l'Europe pour éliminer l'influence capitaliste. Les partisans de la droite étaient prêts à se battre jusqu'au dernier contre une armée allemande honnie. Les modérés demandaient une paix digne et une république dans laquelle tous les peuples seraient représentés. Moscou devint capitale, mettant une distance entre Saint-Pétersbourg, la tsariste, et les rêves d'avenir socialiste. En 1922, une hémorragie cérébrale écarta Lénine du pouvoir, mais pas du devant de la scène. Des affiches où figuraient les héros de la Révolution jouaient le rôle de nouvelles icônes. Lénine y était le plus représenté. Pendant 74 ans, on verrait ses portraits partout, jusque sur les paquets de cigarettes. Un temps, Trotsky fut lui aussi adulé, jusqu'à ce qu'on décide de le supprimer. Les pays voisins de la Russie devinrent des États socialistes et fin 1922, ces républiques furent réunies dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Nationalistes, modérés et même gens de gauche étaient désormais ses ennemis. Félix Dzerzhinsky devint chef des organes de sécurité. La Tchéka fut créée, une police secrète dont la brutalité dépassait même celle de l'Okhrana du tsar. La prison, les chaînes, les exécutions, l'exil en Sibérie, que le tsar avait fait subir à Lénine, étaient des peines et une peur courante. La Tchéka devint ensuite le GPU, puis le NKVD, le MVD et enfin le KGB. Contrairement à ce qu'affirmait la propagande, Lénine se méfiait de Staline. Et jusqu'à sa mort en 1924, il exprima dans sa correspondance sa crainte que Staline n'abusât de son pouvoir s'il prenait les rênes du nouvel État. Mais Staline était un grand manipulateur, et alors que le pays pleurait ses morts, lui rassemblait ses fidèles pour éliminer ses rivaux. Le corps embaumé de Lénine devint un monument au nouvel ordre socialiste, installé dans un mausolée de marbre sur la place Rouge. Trotsky était en désaccord avec Staline, son ministre Molotov et le chef de la police secrète Beria. Les affiches représentaient des paysans et des ouvriers heureux, mais tous les partis hormis le parti communiste furent interdits. Toutes les décisions devaient être revues à la lumière de la pensée de Lénine dans l'interprétation qu'en faisait Joseph Staline. Staline invoquait sans cesse le nom de Lénine. Pourtant, il perdait de vue les idéaux de la Révolution, devenant un tsar communiste. Les contestataires, devenus des ennemis de l'État, étaient écartés du pouvoir, emprisonnés ou exécutés. Staline décida que son pays devait être débarrassé des opposants, y compris des premiers révolutionnaires comme Zinoviev, Kamenev ou Trotsky. Trotsky fut écarté. On réécrivit l'histoire pour occulter son rôle dans la Révolution, jusqu'aux photographies qui furent retouchées pour l'éliminer de la mémoire russe. Staline lui ordonna de quitter le pays. Pour soutenir le communisme et combattre Staline, Trotsky voyagea en Turquie, en France, en Norvège, puis au Mexique, où il finit par s'installer dans une propriété gardée. En 1940,
Un agent de Staline fit irruption dans son bureau et l'assassina à coups de pique dans le crâne. Purge politique, faux procès, assassinat, les Occidentaux voyaient le Kremlin comme un palais mystérieux où régnait le mal et la conspiration. En réalité, c'était le cœur et le cerveau de l'URSS. Ces murailles abritent la cathédrale de la Dormition, où les tsars étaient couronnés, celle de l'archange Michel, où furent enterrés les tsars, et le Grand Palais, édifié au début du 19e, et refait pour abriter le Soviet suprême, le Soviet des nationalités, des musées et des bureaux. Le Kremlin tout entier relate la saga de l'histoire russe. Les palais tsaristes furent conservés pour rappeler la folie dépensière des tsars, mais aussi comme un objet de fierté. L'écrivain Maxime Gorky disait « Cette beauté témoigne de la grandeur de l'âme humaine. C'est notre histoire, notre fierté, le sol dans lequel s'enracinera notre nouvel art national. » D'autres arts furent encouragés par les communistes, malgré les restrictions. Serge Diaghilev fonda le ballet moderne en 1901. Des œuvres de Tchaïkovski comme La Belle au bois dormant, Casse-Noisette et Le Lac des Cygnes furent interprétées par les ballets russes et le ballet de Moscou. La tradition fut poursuivie avec le ballet de Moscou qui donna des stars internationales comme Rudolf Nureyev et Mikhaïl Baryshnikov. Le compositeur Igor Stravinsky révolutionna la musique avec le Sacre du printemps. Les plans quinquennaux de Staline des années 20 et 30 engendrèrent des réalisations techniques où utilité et splendeur se rejoignaient, par exemple pour le métro des grandes villes. Loin d'être purement utilitaires comme à New York ou à Londres, les stations de métro russes ressemblent souvent à des musées vivants, avec leurs peintures, leurs sculptures et leur architecture soignée. Cette réussite technique et esthétique fut un véritable coup de maître pour le ministre des Transports, Nikita Khrouchtchev. En 1927, moins de 10% des membres du Parti communiste avaient reçu une éducation supérieure et les paysans illettrés étaient légion. L'école fut déclarée obligatoire. Les leçons évoquaient toujours les fondateurs du socialisme russe, Marx, Engels et Lénine. À ce panthéon vint s'ajouter une autre divinité, Joseph Staline. Mais ce dieu ne se déplaçait qu'en limousine blindée. En 1928, Staline lança l'industrialisation du pays. Un plan quinquennal assigna des normes irréalisables, mais qui stimulèrent une population épuisée par la guerre. De gigantesques centrales hydroélectriques furent construites. Les syndicats furent interdits. On ordonna aux ouvriers d'augmenter leur production de 100%. La production de pétrole et d'acier augmenta effectivement, mais resta très en deçà des prévisions. On trichait. La production réelle restait identique ou baissait, mais sur le papier, les normes étaient atteintes. Tour à tour maussade ou sociable, convaincu du bien fondé de son projet, Staline était une sorte de tsar pour le meilleur et pour le pire. Basé à Moscou, le Comintern, l'internationale communiste, essayait de disséminer la révolution dans le monde entier. Il faut dire que le désespoir engendré par la crise de 29 rendait le communisme très attirant
pour tous ceux dont la vie avait été brisée par la faillite du capitalisme. Dans les années 30, des centaines de milliers de personnes adhérèrent au Parti communiste américain. Mais dès que certaines réformes furent adoptées, comme celle de l'aide sociale, le nombre d'adhérents chuta. Dans les années 50, il ne comptait plus que quelques irréductibles. En Allemagne, Adolf Hitler écrivait « Quand nous parlons d'un nouveau territoire, nous devons penser à la Russie. Le destin lui-même nous montre la voie. » Hitler joua sur la fierté allemande pour provoquer la guerre, une revanche à l'humiliation de 1918, et appliqua le nazisme, un régime dictatorial fondé sur la fierté nationale, l'antisémitisme et bien sûr l'anticommunisme. L'URSS adhéra à la Société des Nations dans l'espoir d'éviter la guerre. Mais alors que certains pays réclamaient l'usage de la force pour stopper l'agression, l'Allemagne, l'Italie et le Japon quittaient la Société des Nations pour régler les conflits à leur façon par la guerre. En 1939, Staline choqua nombre de ses partisans sincères en signant un traité de non-agression avec l'Allemagne. La Russie put ainsi gagner du temps pour préparer sa défense. Les ennemis traditionnels de la Russie, la Hongrie, la Roumanie, le front nazi s'étendait de la mer Noire à la Finlande et à la côte de la Baltique. Lors de la guerre éclair, les armes allemandes avaient prouvé leur supériorité sur celles de tous les autres pays, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la France de la carte. Le gouvernement fut évacué à Kuibychev, à plus de 1000 km à l'est. Hitler clama que l'ennemi avait été brisé et ne pourrait jamais se relever. Les nazis avancèrent, occupant 800 000 km² du territoire russe, l'équivalent de la taille du Middle West. La vieille politique de la terre brûlée priva les troupes allemandes affamées de nourriture et d'approvisionnement. Les immenses plaines russes faisaient obstacle aux troupes qui approchaient et les anciennes cités devinrent de véritables champs de bataille. Dans chaque ruelle on tirait, dans chaque maison on s'embusquait. Disposant de peu de grenades, les Russes en improvisèrent à partir de bouteilles d'essence et de chiffons enflammés. Elles furent baptisées « cocktail Molotov » en référence au ministre des Affaires étrangères de Staline. Odessa, la ville de la révolte de 1905, fut assiégée par les Allemands pendant 2 mois. En tenant la ville, les Russes empêchaient le front nazi de pénétrer en Crimée. Les soldats et les habitants de Sébastopol, la base navale de la mer Noire, résistèrent avec un grand courage. Il y eut 8 mois de bombardements, de pilonnage et de tirs, et de nombreuses victimes. Mais l'armée rouge s'accrochait à son port. Rue après rue, maison après maison, l'armée nazie et l'armée communiste se battaient pour leur pays et leur propre vie. L'armée rouge donnait une leçon de vulnérabilité à l'invincible armée de la race supérieure. Des millions d'Allemands périrent. L'assaut continuait. Malgré la censure du Kremlin, les soviétiques savaient que la situation était désespérée. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est celle du peuple russe tout entier, et pas seulement pour éliminer le danger qui nous menace. La propagande familière des affiches avait pris un ton nouveau. Elle prônait la haine de l'envahisseur, appelée à la résistance. L'égalité des sexes était désormais une réalité. Dans ce pays patriarcal, les femmes combattaient et mouraient aux côtés des hommes pour défendre la mère patrie.
Quand elle battait en retraite, l'armée rouge emportait tout ce qu'elle pouvait, nourriture, véhicules, matériel, le reste était détruit. La grande centrale hydroélectrique d'Ukraine, fierté de Staline, fournissait beaucoup d'énergie, ce qui aurait pu faciliter la conquête nazie. On choisit de la détruire plutôt que de l'abandonner aux Allemands. Staline utilisait le sentiment national pour consolider l'effort de guerre. Que le courage de nos grands ancêtres vous inspire dans cette guerre, disait-il au peuple. Et il rappelait la formule qu'Alexandre Nevsky avait prononcée 700 ans auparavant, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Le rude hiver russe fut à nouveau un obstacle à l'envahisseur. Les églises et les synagogues fermées par le gouvernement athée furent de nouveau ouvertes pour donner force, réconfort et ardeur au combat. Les civils devinrent de véritables guérilleros, sabotant les camps nazis, détruisant les voies ferrées, montant des embuscades. Mais il y avait plus d'1 million de déserteurs. En effet, les nazis avaient promis l'indépendance à des républiques comme la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, l'Arménie, le Turkestan. Et des milliers de gens avaient préféré la promesse nazie à la dictature communiste. Après la guerre, ils furent emprisonnés, déportés, ou exécutés pour collaboration ou trahison. Les victimes étaient innombrables. Toute une génération d'hommes fut anéantie pendant cette guerre, le second conflit mondial en moins de 25 ans. À nouveau, il arrivait aux survivants d'envier les morts. Les filles russes avaient souvent été violées, torturées ou mutilées par les soldats nazis. La réaction des Russes fut violente. Les collaborateurs furent capturés et pendus. Et pour certains, cette vengeance restait encore trop douce. Moscou, Leningrad et même la ville récente de Stalingrad se préparaient au combat. Les enfants participaient eux aussi.
Une contre-offensive massive repoussa l'armée allemande épuisée dans les plaines russes, puis en Pologne, dans les pays baltes et enfin jusque dans les forêts de l'Allemagne. Lors de la conférence de Yalta, Roosevelt et Churchill laissèrent à Staline les pays baltes pour qu'il joue le rôle de tampon en cas d'agression. Staline s'engagea à autoriser des élections libres dans les territoires occupés et à entrer en guerre contre le Japon. Les forces alliées prirent et occupèrent Berlin, laissant à l'armée rouge le temps de savourer son triomphe et de se venger. Les prisonniers allemands furent contraints de défiler dans les villes russes sous les huées de la foule. La victoire suscita une fierté et une joie méritées. En Russie, on ne parle pas simplement de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la Grande Guerre patriotique. Bien que sa stratégie ait coûté la vie à des millions de ses compatriotes, Staline fut acclamé comme le sauveur de son pays. Des monuments à la mémoire des millions de victimes furent érigés dans tout le pays. La tradition voulait que les jeunes mariés s'y arrêtent pour leur rendre hommage. Les habitants de l'Union soviétique pouvaient enfin souffler. Après les États-Unis, l'Union soviétique fit exploser sa première bombe atomique. Le communisme dominait l'Europe de l'Est et le rideau de fer inquiétait les puissances occidentales. Le peuple reconstruisait les villes détruites par 4 ans de guerre. Staline, désormais vieilli, voulait un pays aussi moderne que ceux de l'Ouest, sans les inconvénients que cela supposait, comme la libre expression. Beaucoup de femmes travaillaient dans des domaines habituellement réservés aux hommes, non seulement pour des raisons d'égalité, mais aussi parce que la population masculine avait été décimée. Le portrait de Staline flottait toujours au-dessus du pays en chantier, l'œil inquisiteur. L'industrie était propriété de l'État, entièrement dirigée par celui-ci. Sans avantages financiers en perspective, les ouvriers étaient peu motivés et les normes imposées par Moscou les incitaient essentiellement à tricher et à travailler le moins possible. Pour que les étudiants ne perdent pas le contact avec la classe ouvrière, ils devaient en plus travailler en usine dans les kolkhozes. Ils y apprenaient le plus souvent à s'enivrer dès le matin. La consommation de vodka était ahurissante, en moyenne une 15aine de litres par an et par personne. L'alcool était responsable des 2/3 des accidents de la route. Le niveau de vie augmentait, les portraits de Lénine étaient encore omniprésents, comme pour rappeler à quel point la vie s'était améliorée depuis les tsars. Mais la nouvelle génération avait soif de biens matériels.
On les trouvait parfois au GUM, le plus grand magasin du monde qui était censé vendre de tout, des bonbons aux chaussures en passant par les articles de sport et les oignons. Mais les boutiques et les galeries n'étaient pas chauffées et les files d'attente étaient longues. Dans tous les commerces, on comptait sur des bouliers. Les machines à calculer et les caisses enregistreuses étaient pratiquement inconnues. Dans les restaurants, les pourboires étaient interdits. Cela aurait été la marque d'une distinction sociale impensable dans une société sans classe. Sous Staline, l'armée était une des rares exceptions à la pauvreté. Une carrière militaire signifiait toujours un meilleur logement, un meilleur salaire et des chances d'avancement inexistantes dans le civil. En 1945, le Japon avait capitulé devant les Alliés, mais l'Union soviétique ne lui déclara la guerre qu'après le bombardement d'Hiroshima. La Corée avait été divisée le long du 38e parallèle. Les Alliés et les soldats soviétiques l'occupaient ensemble. Jusqu'en 1949, la partie nord était communiste et la partie sud avait un régime fascisant. Quand les troupes étrangères quittèrent le pays, les deux parties se séparèrent officiellement, chacun des gouvernements prétendant être le seul légitime. Le 25 juin 1950, l'armée du Nord envahit le Sud. L'Union soviétique restait prudente. Elle vendait à la Corée du Nord des armes et du matériel, envoyait des conseillers, des techniciens, des pilotes, mais sans que l'armée rouge participe directement au conflit. Le gouvernement de Corée du Sud se tourna vers les États-Unis, puis vers l'ONU. L'URSS avait participé à la fondation des Nations Unies en 1944. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, un vote condamnant la Corée du Nord équivalait à trahir un allié communiste. Voter contre la condamnation, c'était approuver la guerre. La délégation soviétique ne fut pas présente lors du vote. La guerre de Corée continuait, mais l'URSS gardait une certaine distance. Les troupes de l'ONU repoussèrent les Coréens du Nord jusqu'aux frontières de la Chine communiste. Mais une contre-attaque chinoise chassa de nouveau les Alliés vers le sud. En 1953, l'équilibre était exactement le même qu'au début en 1950. Les avions à réaction survolaient la Corée, la bombardaient, faisaient des missions de reconnaissance, des combats aériens, les premiers de ce type. L'Union soviétique fournissait des MiG à la Corée du Nord, des avions très maniables qui se perfectionnèrent au cours du temps. Les ingénieurs russes travaillèrent pendant des décennies sur le MiG, jusqu'à ce qu'il égale, et même en certains points dépasse, les avions de combat américains. Staline mourut en 1953. Son corps fut placé à côté de celui de Lénine. Mais certains prolongeaient son influence pour servir leurs propres desseins, comme le sénateur McCarthy, qui spéculait sur la peur du communisme. Au Kremlin, les dirigeants intriguaient pour le pouvoir. Ce fut Nikita Khrouchtchev qui devint premier secrétaire du Parti communiste. Il prenait la tête de l'URSS. Il dénonça les crimes de Staline, les assassinats, les purges, le mensonge et desserra l'étau qui opprimait le peuple. La première religion, le christianisme orthodoxe russe, avait été imposée par Vladimir de Kiev en 989. Le catholicisme, pratiqué essentiellement en Lituanie, était loin d'être aussi répandu. Persécutés durant les premières années du pouvoir soviétique, les chefs spirituels avaient vu les églises transformées en musées. L'enseignement religieux était interdit car l'autorité des prêtres pouvait remettre en question la soumission aveugle à l'État. Officiellement, la Constitution garantissait la liberté de religion en URSS, mais en fait, les impôts étranglaient l'Église. La Chine de Mao modela son État sur le modèle léniniste. Allié de l'URSS au début des années 50, Mao considéra les réformes de Khrouchtchev comme une trahison du léninisme. En 1958, Mao condamna l'URSS, l'accusant d'être contre-révolutionnaire. Mais celle-ci n'avait pas renoncé à son influence sur les pays voisins. En juin 1956, des manifestations en Pologne furent réprimées avec l'aide des troupes soviétiques. Khrouchtchev se rendit à Varsovie pour trouver un compromis pacifique. La réaction au soulèvement hongrois quelques mois plus tard fut encore plus dure. Le leader communiste révisionniste Imre Nagy prit la tête d'une véritable révolution contre le régime fantoche et répressif,
dans le but de s'affranchir de Moscou et de transformer le communisme, que d'autres voulaient tout simplement éliminer. Les dirigeants du Kremlin décidèrent de maintenir la paix par la force. La répression du peuple hongrois suscita partout l'indignation, jusqu'en Union soviétique. Il y eut des grèves, des protestations, et le parti vit chuter son nombre d'adhérents comme jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Hongrois ne purent résister à l'Armée rouge. Le même scénario se reproduisit 12 ans plus tard en Tchécoslovaquie, quand les troupes soviétiques renversèrent le gouvernement communiste modéré de Dubček. Dans les écoles soviétiques, tout était justifié de façon idéologique. L'Armée rouge était le libérateur et combattait les forces du mal capitaliste. Dans les études, l'accent était mis sur les disciplines scientifiques. L'éducation était gratuite, mais la compétition difficile. Les étudiants qui rataient leurs examens se retrouvaient à des postes bien loin de leurs espérances et de leurs rêves. Ils cherchaient donc à être les meilleurs. Les ouvrages occidentaux étaient essentiellement techniques, tout ce qui avait un contenu politique était censuré ou interdit. Deux grands journaux, la Pravda, c'est-à-dire la vérité, et les Izvestia, les nouvelles. Les Russes disaient en plaisantant « Il n'y a pas de nouvelles dans la vérité et pas de vérité dans les nouvelles ». Mais les journaux clandestins abordaient des thèmes interdits dans la presse officielle. La soif de savoir triomphait même de la censure. L'université de Moscou, le plus grand établissement d'enseignement du monde, produisit une génération de penseurs inventifs. L'étude du marxisme avait tendance à supplanter les sciences sociales et humaines, mais les sciences appliquées attiraient la fine fleur de la jeunesse soviétique. Sous Staline, les scientifiques devaient prouver que toutes les grandes inventions avaient été faites par des Russes. Ce délire cessa avec Khrouchtchev. De grands progrès furent accomplis dans la théorie de l'atome, la chimie, la métallurgie et en électronique où les découvertes furent appliquées à l'industrie et à la défense. Une des réalisations soviétiques les plus spectaculaires fut Spoutnik. Après 1945, les soviétiques comme les alliés utilisèrent les scientifiques allemands prisonniers pour travailler sur leurs propres programmes spatiaux. Les V2, les fusées allemandes porteuses d'explosifs, donnèrent le coup d'envoi aux fusées à propulsion. Des deux côtés du rideau de fer, les scientifiques rivalisaient pour être les premiers dans l'espace. Le programme américain fut marqué par une série d'échecs. Les soviétiques, eux, gardaient leurs erreurs secrètes. Le 4 octobre 1957, ils accomplirent un exploit en mettant en orbite autour de la Terre une sphère métallique de 83,6 kg. C'était Spoutnik, une simple radio émettant un bip régulier, mais qui pouvait être captée en n'importe quel point du monde. Comparé aux satellites sophistiqués d'aujourd'hui, Spoutnik était d'une extrême simplicité, mais ce fut le premier objet fabriqué par l'homme à quitter l'atmosphère terrestre. Le monde était sous le choc. Pour certains, cela ouvrait de nouveaux horizons, explorer l'espace, les planètes et l'univers. Pour d'autres, cela annonçait des stations orbitales menaçant d'anéantir les villes américaines. Le 3 novembre, l'URSS continuait avec Spoutnik 2 et Laïka, l'un des chiens envoyés dans l'espace. Les scientifiques mesuraient les modifications de son rythme cardiaque et de sa respiration pour mettre au point les premiers vols spatiaux habités. En fait, l'astronautique existait avant même la révolution russe. L'un de ses premiers théoriciens fut Konstantin Tsiolkovsky, né en 1857 et mort en 1935. En 1958, Fidel Castro prit la tête de la révolution de Cuba pour abattre un dictateur de droite corrompu, Batista. L'île était dirigée par de riches propriétaires terriens et des compagnies américaines. La capitale, La Havane, était le paradis du jeu de la prostitution. Le dictateur et la mafia se partageaient les bénéfices. Chacun se réjouit de l'éviction du tyran. Mais comme pour la révolution russe, la liberté fut de courte durée. Castro imposait sa loi. Des centaines de personnes accusées de soutenir Batista furent emprisonnées ou exécutées.
Castro devint l'allié socialiste de l'URSS. Cuba était un protectorat de l'Union soviétique qui lui surpayait le sucre et le tabac afin de compenser l'embargo américain. Aux Nations Unies, Castro se plaignit que la CIA essayait de le renverser et avait mis sur écoute sa chambre d'hôtel à New York. Personne ne le crut. Mais plus tard, à l'ONU, Khrouchtchev déclara que le communisme était plus humain que le capitalisme, que la lutte entre les intérêts financiers et le peuple finirait par lui donner raison. Ce faisant, il prononça la phrase « Nous vous enterrerons », qui fut perçue comme une menace. Cuba ne se trouvant qu'à 180 km des côtes américaines, la guerre semblait toute proche. Les pacifistes du monde entier étaient souvent accusés par la CIA ou le FBI d'être manipulés à leur insu par le KGB. Juste avant la conférence de Paris, entre Khrouchtchev et Eisenhower en 1960, un avion espion U-2 fut abattu au-dessus du territoire soviétique. Le gouvernement américain nia. Le Kremlin suivait les élections présidentielles américaines de 1960 avec intérêt. John Kennedy était réputé comme quelqu'un de pragmatique, réfléchi et peut-être même facile à manipuler. Il était moins conservateur que son adversaire Richard Nixon. Mais soviétiques et américains ignoraient que celui-ci préparait une invasion de Cuba avec le concours de la CIA qui coordonnait les troupes américaines et les exilés hostiles à Castro. L'Union soviétique préparait elle aussi une surprise, mais nettement plus pacifique. Dans un centre d'entraînement à une trentaine de kilomètres de Moscou, des hommes s'apprêtaient à vivre la plus grande des aventures, le lancement d'une fusée dans l'espace. Ils s'appelaient les cosmonautes, les navigateurs du cosmos. Une gigantesque fusée de lancement devait décoller d'une base ultra secrète. Cette mission prestigieuse fut confiée au colonel Yuri Gagarin, un jeune pilote d'essai de l'armée de l'air plein de charme et de séduction, mais d'une terrible timidité. Le 12 avril 1961, il devint le premier homme dans l'espace. Gagarine était un pur produit de l'Union soviétique, né le 9 mars 1934 dans un kolkhoze près de Smolensk, à l'ouest de Moscou. Il fréquenta l'Institut technique de Saratov où il apprit à voler. Brillamment diplômé de l'Académie de l'armée de l'air soviétique en 1955, il fut bientôt volontaire pour les vols spatiaux. Les chercheurs de la Cité de l'Espace près de Moscou étaient reliés par radio avec la capsule du jeune cosmonaute de 27 ans. Le lancement avait été gardé secret, de peur qu'un accident ne survienne et ne discrédite l'URSS sur la scène internationale. La capsule Vostok 1 effectua une orbite autour de la Terre, un exploit que les Américains ne purent réaliser qu'en février 1962 avec les 3 révolutions de l'astronaute John Glenn. La capsule de Gagarine atterrit dans un désert de l'URSS. Le risque était plus grand que lorsqu'on se posait en mer, solution retenue par la NASA, mais il était plus facile de garder les vols secrets. Les Soviétiques célébrèrent leurs héros. Une fois encore, l'URSS dépassait les États-Unis dans le domaine spatial. Ce fut un triomphe mondial. Malheureusement, Gagarine trouva la mort à 34 ans en 1968. Son avion s'écrasa près de Moscou lors d'un vol de routine. Le programme spatial soviétique continua toutefois à collectionner les records. Premier vol inhabité vers la Lune en 1957, premier vol en duo, Nikolaev et Popovitch, première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, première station orbitale. Ces images d'avenir illustraient même les affiches de propagande omniprésentes. Les cosmonautes, objets de fierté nationale, étaient invités lors des plus grandes cérémonies officielles. Nikita Khrouchtchev déclara que l'URSS avait atteint le socialisme et que l'étape suivante était le communisme. En fait, c'était le capitalisme, même sous une forme limitée, qui avait permis à l'économie de progresser. Le gouvernement avait autorisé les paysans à travailler leur propre lopin et à vendre les produits au marché privé. Avec seulement 3% des terres, il fournissait 25% de la production agricole, la preuve qu'un profit personnel incitait les gens à travailler plus. Mais les idées communistes de Lénine étaient intouchables. Comme pour couper encore plus nettement avec le passé, Khrouchtchev fit retirer du mausolée le corps de Staline. Il fut enterré dans le cimetière du Kremlin.
Quelle que soit la situation économique ou internationale, les loisirs des soviétiques restaient généralement les mêmes. Les ballets et les opéras du Bolchoï étaient appréciés par des gens de tous les âges, de tous les milieux. D'autres pans de la culture populaire étaient marqués par la propagande. Les films d'espions mettaient en scène de beaux et loyaux agents du KGB combattant les forces ennemies de l'impérialisme occidental, un James Bond à la russe. Les films de science-fiction abordaient souvent des thèmes pacifistes et pro-socialistes. Dans ce film de science-fiction, un équipage international se dirige vers Vénus. Une fois arrivé, il voit qu'il y a très longtemps, cette planète était habitée par une civilisation qui s'est détruite en préparant une attaque nucléaire contre la Terre. Le football, l'athlétisme, l'haltérophilie et la santé physique avaient une grande importance pour les Russes. Pendant des années, les athlètes soviétiques remportèrent de nombreuses médailles olympiques. À l'inverse de l'Occident, ces athlètes étaient totalement pris en charge par l'État et entraînés depuis le plus jeune âge. Le cirque de Moscou fut toujours populaire en URSS et dans le monde entier, faisant des tournées dans toutes les grandes villes, sur tous les continents. La ville de Berlin, divisée après la Deuxième Guerre mondiale, se trouvait au cœur de l'Allemagne de l'Est. Le blocus communiste fut brisé par un pont aérien des Alliés en 1949. Des émeutes furent réprimées par les chars soviétiques en 1953. Mais la main-d'œuvre de Berlin-Est fuyait vers la zone libre. Pour arrêter cette hémorragie, le régime communiste érigea un mur de briques, protégé par des fils de fer barbelés et des mines. Khrouchtchev visita en personne Berlin et sembla approuver la construction. Le mur, avec ses chiens et ses miradors, devint un symbole de l'oppression des États communistes. Le président Kennedy avait hérité du projet catastrophique de la CIA visant à envahir Cuba en 1961. Le débarquement de la baie des Cochons fut repoussé par la petite armée de Castro et Kennedy refusa d'engager une intervention à grande échelle. En octobre 1962, il récolta les fruits de cette invasion ratée. L'Union soviétique fournit à Cuba des missiles nucléaires longue portée destinés à dissuader d'éventuelles invasions américaines. Mais cela signifiait aussi que Castro pouvait frapper le premier n'importe quel pays d'Amérique centrale ou du Nord. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, niait la présence de ces fusées à Cuba. Des vols de reconnaissance confirmèrent pourtant que les fusées s'y trouvaient et que beaucoup étaient opérationnels. L'armée américaine fut en état d'alerte maximale. Des bombardiers à longue portée prirent position près des frontières soviétiques, prêts à larguer leurs charges nucléaires sur des cibles programmées. Des porte-avions et des sous-marins équipés de missiles Polaris encerclèrent Cuba. Des milliers de troupes furent mobilisées. Les bases de Floride se préparaient à une offensive. Les probabilités d'une attaque cubaine étaient bien sûr quasiment nulles. Mais le moindre faux mouvement de part ou d'autre pouvait déclencher la guerre totale. Khrouchtchev avait misé sur le fait que les fusées ne susciteraient aucune réaction américaine, que les capitalistes comme Kennedy étaient faciles à intimider. Le blocus empêcha que d'autres missiles soient débarqués. Les faucons du Pentagone incitaient Kennedy à attaquer Cuba. Khrouchtchev répondit personnellement que les missiles allaient être retirés. Mais les partisans de la ligne dure du Kremlin le poussèrent à changer d'avis. Les missiles resteraient. Kennedy et ses conseillers eurent l'heureuse idée de ne publier que sa première note. À 2 pas de la catastrophe, les 2 pays reculèrent. Kennedy et Khrouchtchev s'étaient rencontrés à Vienne l'année précédente.
Le leader soviétique avait trouvé le président américain falot et mou, mais il pensait sincèrement que le choix était la coexistence pacifique ou la guerre totale. Finalement, un traité interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère, le premier pas d'une réduction dans la course à l'armement. L'URSS et les États-Unis encouragèrent tous deux le développement du nucléaire civil. L'énergie produite par les centrales fournissait de l'électricité à de plus en plus de villes sur le vaste territoire soviétique. Les physiciens russes avaient énormément progressé sur la fission de l'atome, mais utilisaient souvent des techniques démodées en Occident. Depuis qu'on soupçonnait les scientifiques soviétiques d'utiliser la technologie nucléaire pour fabriquer des armes, les progrès réalisés sur les centrales américaines étaient gardés secrets. Les deux camps protégeaient jalousement leurs découvertes et leurs échecs. Kennedy était fier du résultat de ses négociations avec l'URSS, mais chez lui, on l'accusait d'être à la solde des communistes. Interdiction des essais de la bombe H, refus de l'invasion de Cuba avec toute la puissance militaire. La CIA savait même que Kennedy cherchait à rétablir des relations avec Cuba et à réduire la présence militaire au Vietnam. Kennedy fut assassiné à Dallas en novembre 1963. Khrouchtchev était lui aussi fier de ce qu'il avait fait, surtout dans l'industrie et l'agriculture. Mais les orthodoxes du Kremlin trouvaient qu'il avait perdu la face à Cuba et qu'il était passé à l'ennemi avec le traité d'interdiction des essais. En 1964, Khrouchtchev fut limogé et Léonid Brejnev devint premier secrétaire du parti. Alexei Kosygin président le conseil. Au Moyen-Orient, l'Union soviétique soutenait les pays arabes contre l'impérialisme sioniste et avait depuis longtemps établi avec eux des relations militaires et industrielles. En 1960, par exemple, les soviétiques aidèrent le président égyptien Gamal Nasser à construire le barrage d'Assouan. Mais lors de la guerre de 6 jours, en 1967, les avions et les tanks de fabrication soviétiques pilotés par les Égyptiens ne réussirent pas à contrer les soldats israéliens armés par les Américains. Et au Vietnam, la guerre du capitalisme et du communisme continuait. L'URSS fournissait du matériel à l'armée de libération du Vietnam du Nord, dirigée par le leader communiste Ho Chi Minh. Les États-Unis, comme souvent, finirent par soutenir une dictature militaire fasciste au Sud, tout aussi nuisible que le régime communiste. La grande différence, c'était que les soldats américains mouraient par milliers sur le champ de bataille. La Chine communiste entra en scène, ce qui crispa ses relations déjà tendues avec l'URSS. Prudente, celle-ci n'envoya pas de troupes. L'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, lauréat du prix Nobel, révéla au monde entier l'horreur des camps staliniens avec l'archipel du Goulag. Il connut le succès en 1964 avec Une journée d'Ivan Denisovitch, mais il fut exilé 10 ans plus tard pour avoir écrit le Goulag. Solzhenitsyn consacra le produit de la vente de son livre à financer en Russie une fondation de défense de la libre expression. Le niveau de vie augmentait, les abus de pouvoir et la corruption aussi. Une plaisanterie faisait dire à la vieille mère de Brejnev à propos de la collection d'automobiles de son fils « Et si jamais les bolcheviks revenaient ?» Le 70e anniversaire de la Révolution, en 1977, marqua un tournant. Le pays avait terriblement changé. L'hymne national russe touchait toujours autant les gens, mais ils se demandaient pourquoi dépenser autant d'argent pour protéger l'URSS d'une attaque américaine. Le Kremlin continuait à soutenir les révolutions à l'étranger.
en Angola et au Nicaragua par exemple. Cela leur apportait des partenaires s'ils gagnaient et en attendant leur permettait de vendre des armes. Cuba demeurait un allié fidèle, mais coûtait cher à l'économie soviétique. Castro restait au pouvoir grâce aux achats de sucre et de tabac. En 1976, le président des États-Unis, Jimmy Carter, entama les négociations du traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui aboutit à un accord international avec Brejnev. Carter fit part de son optimisme, mais le Sénat américain ne ratifia jamais le traité. Les conservateurs lançaient un avertissement à Carter. Il ne fallait jamais faire confiance à l'État soviétique. Les événements du Moyen-Orient semblèrent leur donner raison. En décembre 1979, l'armée soviétique envahit l'Afghanistan pour venir en aide à un jeune régime communiste, comme jadis en Tchécoslovaquie et en Hongrie. On dit aux soldats qu'ils combattaient des agents de la CIA, mais en fait c'étaient des moudjahidines afghans. La guerre continuait et des milliers de soldats désillusionnés y laissaient la vie. L'Afghanistan fut leur Vietnam et le président Carter changea d'avis sur le pacifisme soviétique. Mais il y avait encore une possibilité de paix et de coopération. Américains et soviétiques élaborèrent un programme conjoint dans la stratosphère. Le 17 juillet 1975, une capsule soviétique Soyouz s'arrima à la station américaine Apollo. Les 3 astronautes serrèrent la main des 2 cosmonautes et pendant 2 jours, l'équipage international mena conjointement des expériences scientifiques et astronomiques. Une médaille spéciale, frappée pour l'occasion, symbolisait l'union des peuples des 2 pays. Les relations entre les chefs d'État américains et soviétiques ont toujours paru cordiales, mais ni l'un ni l'autre ne contrôlait totalement les industries militaires qui prospèrent en inventant toujours de nouvelles armes. Mikhaïl Gorbatchev entra en scène. Secrétaire général du Parti communiste, il savait que son pays avait besoin de réformes profondes. Sa femme Raïssa et lui devinrent connus dans le monde entier. Il réduisit le budget de la défense, ce qui déplut aux militaires. Et il lança une politique de transparence, la glasnost. La censure avait pratiquement disparu. Boris Eltsine, un bon vivant qui ne mâchait pas ses mots, accompagna Gorbatchev lors de sa montée au pouvoir. Celui-ci rencontra Ronald Reagan à Genève en 1985. Sous l'influence conjuguée du leader soviétique et de sa femme Nancy, Reagan révisa ses préjugés sur l'URSS. Nous devions nous rencontrer et nous l'avons fait. J'aspirais à un nouveau départ et nous l'avons réalisé. Je ne peux pas affirmer que nous étions d'accord sur des points idéologiques ou des objectifs nationaux fondamentaux, mais nous nous sommes mieux compris et c'est là une clé pour la paix. Je peux dire que le monde est devenu plus sûr. Gorbatchev était reconnu mondialement comme un instigateur de la paix, mais l'envolée des prix et la rareté des denrées de base montèrent l'opinion publique de son pays contre lui. Eltsine prit ses distances et quitta le parti. L'influence occidentale se répandit. Russes, Géorgiens, Ukrainiens, tous étaient lassés de ce système qui offrait si peu de biens matériels, de ce gouvernement qui ne les représentait pas. Bien que Gorbatchev ait initié la perestroïka, les citoyens soviétiques étaient plus intéressés par leur propre sort
que par la situation internationale. Le capitalisme relevait la tête, le commerce fleurissait à tous les coins de rue. Les jeunes se mirent au rock'n'roll. Comme leurs homologues occidentaux, les rockers russes chantaient l'amour, la mort et la révolte. La musique, les films, les livres et la télé montrant la vie occidentale effacèrent nombre de différences existant entre les jeunes de la Russie et ceux de l'Ouest. Les salles de billard et les planches à roulettes firent leur apparition. Et les étudiants avouaient aux étrangers qu'après leurs examens, ils s'empressaient d'oublier tout ce qu'ils avaient appris sur Lénine. Jadis, le gouvernement central avait tenté d'effacer toutes les cultures nationales. Mais l'Arménie, la Géorgie, les pays baltes et les républiques d'Asie centrale s'accrochaient à leurs traditions. Et aujourd'hui, les boîtes de nuit proposaient des adaptations d'un folklore séculaire. Moscou, Leningrad et surtout les républiques de Lituanie et de Lettonie organisèrent des divertissements qui n'avaient rien à envier à ceux de Las Vegas. À l'époque de Staline, ce type d'influence occidentale était stigmatisé comme décadent. Mais désormais, le public en redemandait. « J'ai vu l'avenir et ça marche », disait un visiteur de l'Union soviétique dans les années 30. Mais dans les années 80, l'avenir se brisa. À la centrale de Tchernobyl, des techniciens testaient le système d'arrêt d'urgence d'un des 4 réacteurs nucléaires. En moins de 50 secondes, la réaction n'était plus maîtrisée. La température à l'intérieur du réacteur atteignit plusieurs centaines de degrés. Le cœur et les parois se mirent à brûler et à fondre. Une énorme explosion dispersa plus d'1 tonne de débris radioactifs mortels dans l'atmosphère. Parmi les décombres du réacteur, la matière en fusion continuait à brûler et à siffler implacablement. L'armée rouge, qui avait longtemps attendu de combattre des envahisseurs humains, dut affronter un ennemi invisible. Pour éviter que le sol et la nappe phréatique ne soient contaminés par les radiations, des ouvriers du métro construisirent un soubassement en ciment sous le réacteur. Le contrôle de l'information aggrava la situation. Les responsables de la centrale perdirent un temps précieux avant d'admettre qu'il y avait un problème. Les autorités locales hésitèrent à alerter le pouvoir central par crainte des conséquences. Les volontaires civils et militaires qui travaillaient dans le bâtiment réacteur endommagé n'y séjournaient que 15 minutes afin de prévenir les risques d'irradiation. Les autorités locales tentèrent de minimiser le danger. La population concernée ne fut alertée que plusieurs heures plus tard, bien après que des tonnes de déchets radioactifs se furent échappés. Même prévenus, les gens avaient du mal à y croire. Le gouvernement leur avait assuré que la centrale ne présentait aucun danger. Équipements, personnels furent longuement douchés pour éliminer les poussières radioactives. Les forêts proches furent volontairement incendiées. Les arbres avaient absorbé une telle quantité de radioactivité qu'ils étaient dangereux. Des montagnes de terre radioactive furent retirées sur les lieux de la catastrophe, noyées dans du béton et évacuées. Le caméraman ukrainien qui filma les premiers moments savait ce qu'il risquait, mais estimait que le monde devait savoir. Contaminé, il mourut 1 an plus tard. Les poussières radioactives dépassèrent les frontières soviétiques, gagnant la Finlande, la Suède et même la Suisse. En Pologne, on fit prendre de l'iode aux enfants pour prévenir les cancers de la thyroïde. Dans le Grand Nord,
La faune et la flore furent irradiées. Vivant de l'élevage des rennes, les lapons ne purent plus utiliser leur peau ni consommer leur viande. Tchernobyl, comme Three Mile Island, relançait la question de la sécurité nucléaire. Le jeu en valait-il la chandelle? Les 50 centrales soviétiques ne fournissaient que 12% de l'énergie du pays. Plusieurs responsables de Tchernobyl furent démis de leurs fonctions et poursuivis en justice. L'un d'eux se suicida 1 an jour pour jour après la catastrophe. Le réacteur fut enfermé dans un énorme sarcophage de béton. Gorbatchev retira ses troupes d'Afghanistan. Cette tentative finit aussi mal que la présence américaine au Vietnam. Gorbatchev continuait à courtiser les États-Unis. Il était terriblement populaire quand il se rendit à New York. Mais sa volonté de réduire la course à l'armement fut contrariée par le projet démesuré de Ronald Reagan, qui mettait en œuvre une nouvelle génération d'armes très coûteuses dans l'espace. C'était l'initiative de défense stratégique ou la guerre des étoiles. Ce bouclier théorique, au coût faramineux, était censé intercepter les missiles et promettait de relancer la course à l'armement nucléaire. L'égalité et la liberté promises par le communisme furent finalement prises pour ce qu'elles étaient, de vaines promesses. Pressé par le temps, Gorbatchev encouragea les entrepreneurs à s'inspirer du modèle occidental, la propriété privée plutôt qu'une industrie dirigée par l'État. Mais Gorbatchev croyait encore au communisme. Si le parti était réformé, la bureaucratie éliminée, si les États-Unis et l'URSS s'accordaient pour rejeter la menace imaginaire de guerre totale, le système communiste pouvait fonctionner. Mais ces changements prendraient du temps. Pour être sûr de disposer du temps nécessaire et de l'influence suffisante sur l'immense bureaucratie, il nomma alors des conservateurs de l'époque brejnevienne à des postes importants, des gens qui croyaient encore au système de Lénine. C'est en Allemagne que s'amorça la chute. Le mur de Berlin tomba, ouvrant la voie à la réunification des deux Allemagnes après 40 ans de séparation. Puis les peuples de l'Union soviétique demandèrent à choisir librement leur destinée. Au Kremlin, les dirigeants de toute tendance hésitaient. Un changement trop grand et trop rapide engendrerait le chaos. De trop petits remaniements déclencheraient une révolte générale. Gorbatchev comptait sur la confiance qu'il pensait inspirer, mais que tous ne lui accordaient pas. Eltsine devint le président de la République russe lors des premières élections démocratiques depuis 70 ans. Ce fut le symbole de la défiance du peuple envers le parti et le gouvernement central. Les conservateurs craignaient que le nouveau pouvoir ne suscite un élan incontrôlable qui aboutirait à la division de l'Union en pays indépendants. Les émeutes des pays baltes apportèrent de l'eau au moulin des réactionnaires, disant que plus personne ne maîtrisait la situation. Un pouvoir ferme devait être rétabli, même au détriment des libertés individuelles. En l'espace de 2 ans, 4 millions de personnes quittèrent le Parti communiste. Gorbatchev accepta de réorganiser l'Union soviétique et d'accorder plus d'indépendance aux républiques, de leur donner une plus grande autonomie vis-à-vis du pouvoir central. Certains membres du Soviet suprême le prirent comme une trahison. Le week-end précédant la signature du nouveau traité de l'Union, Gorbatchev fut fait prisonnier dans sa résidence de Crimée. Les présentateurs de la télévision soviétique déclarèrent alors que le vice-président, Gennady Yanaev, assumait la charge du gouvernement. Selon la version officielle, Gorbatchev était souffrant, mais le mensonge était évident, c'était un coup d'État fait par des hommes prêts à tout. Baklanov, premier vice-président du Conseil de défense, Kryotchkov, président du KGB, Pavlov, Premier ministre, Pougo, ministre de l'Intérieur, et Yazov, ministre de la Défense. L'armée entra dans Moscou. Les nouveaux leaders proclamèrent un état d'urgence de 6 mois pour arrêter l'inflation et les troubles et restaurer l'ordre et la légalité. On apprit par la suite que les putschistes étaient ivres quand ils se lancèrent dans cette aventure.
Mais ivre ou non, il considérait que la politique de Gorbatchev causerait l'effondrement de l'Union soviétique. Les chars entrèrent dans Moscou, la promesse de la glasnost, le rêve d'un pays démocratique, s'évaporait soudain. Eltsine brava les putschistes comme il avait bravé Gorbatchev, en exigeant le retour du leader soviétique et la vérité sur sa prétendue maladie. Mais les tenants de la ligne dure étaient prêts à écraser toute rébellion, comme ils l'avaient fait en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Lech Walesa, connu pour son franc-parler, restait prudent, car des troupes soviétiques stationnaient encore en Pologne. Mais les autres chefs d'État, communistes comme capitalistes, condamnèrent cette prise de pouvoir et exigèrent la libération du président soviétique. Gorbatchev enregistra ce message sur sa propre caméra vidéo sans savoir si ce film serait vu un jour. J'ai essayé 2 fois de le joindre au téléphone, mais sans succès. 3 jeunes gens furent tués, les martyrs de la deuxième révolution russe. Les chars et les troupes fidèles à Eltsine entourèrent l'immeuble du Parlement russe pour parer à une attaque éventuelle. Des citoyens inquiets dressèrent des barricades. À l'intérieur, les partisans de Eltsine étaient reliés au reste du monde par radio, télévision et fax. Dehors, dans la nuit des rues de Moscou, la foule en colère renversait des autobus et attaquait les chars avec des bâtons, des pierres et des cocktails Molotov. Des dizaines de milliers de personnes se massèrent autour du Parlement, prêtes à affronter les balles, les bombes et les gaz. Ils acclamaient Eltsine, qui résistait. Mais les soldats ne suivirent pas le nouveau gouvernement et passèrent du côté du peuple. Même les forces d'intervention spéciales refusèrent de tirer sur leurs compatriotes. Depuis un studio de diffusion à l'intérieur du bâtiment assiégé, Eltsine promit que l'honneur de l'armée russe ne serait pas souillé par le sang du peuple. Les militaires refusèrent l'autorité des putschistes et Gorbatchev put rejoindre le monde extérieur. J'ai réussi à lui parler. Gorbatchev est encore en Crimée. Il rentrera cette nuit ou demain à Moscou. Tout le monde connaît le respect et l'amitié que je lui porte. Et j'ai été ravi d'entendre qu'il allait bien. Au bout de 3 jours, le putsch avait échoué. La démocratie triomphait. Gorbatchev rentra, choqué mais en bonne santé. L'ordre régnait de nouveau, mais le pouvoir soviétique était irrémédiablement ébranlé. Il était trop tard. Le marteau et la faucille, qui symbolisaient les paysans et les ouvriers, furent remplacés par le drapeau tricolore russe d'avant la Révolution et par les drapeaux des républiques, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Estonie, Lituanie. La statue de Félix Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, fut enlevée, ainsi que des monuments à la gloire de Lénine. C'était une sorte de répétition sinistre de la Révolution de 1917. Gorbatchev lui-même quitta le Parti communiste, mais avertit que tout changement brutal serait fatal au pays. Eltsine forma néanmoins une communauté d'États indépendants. La dernière décision de l'État soviétique fut de s'auto-dissoudre. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionna. C'était le dernier président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les problèmes d'alimentation demeurent. L'ouverture soudaine du marché a fait fortement chuter la valeur du rouble. Et l'avenir suscite de graves inquiétudes. Mais après 70 ans de communisme et 1000 ans de totalitarisme, le peuple se dirige vers un avenir incertain mais plein de promesses. Les paroles de Gogol s'appliquent à ce nouveau pays aussi bien qu'à la Russie de 1840. Et Russie, ne voles-tu pas comme une ardente troïka qu'on ne saurait distancer? Tu passes avec fracas dans un nuage de poussière, laissant tout derrière toi. Russie, où cours-tu? L'air bouleversé s'agite et devient vent. Tout ce qui se trouve sur terre est dépassé et avec un regard d'envie. Les autres nations s'écartent pour te livrer passage.